Bonjour ou plutôt bonsoir, webinaire de la société Enertime pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Gilles David, je suis le PDG de la société. Alors, pour commencer, un petit sommaire, un certain nombre de sujets que je pense doivent être évoqués dans ce webinaire. Et donc, de toute façon, le webinaire sera disponible après sur YouTube et il y aura une copie du PowerPoint sur notre site internet. Alors d'abord, bon, je reprends les quelques nouvelles ou les célébrations qu'on a pu avoir ces derniers mois, qui est en particulier je trouve cette magnifique récompense des Échos qui considèrent que Enertime est la société la plus innovante en France dans le domaine de l'énergie, parmi les 5 les plus innovantes, parmi 200 entreprises, tout domaine confondu. Et puis, cette célébration, cette sélection par Solar Impulse et la région Île-de-France, lauréat de l'appel à solutions décarbonation des infrastructures sportives. Donc, bon, ce sont comment dire, c'est des espèces de décorations qu'on reçoit, mais c'est plus que ça, c'est la reconnaissance de la pertinence de la technologie d'Enertime et de la pertinence de la technologie d'Enertime vis-à-vis des besoins de la transition énergétique. Alors, je rappelle rapidement les technologies et les modèles d'affaires. Enertime développe 3 technologies. Une technologie dite des machines ORC qui transforme la chaleur en électricité et éventuellement en chaleur. Les pompes à chaleur haute température qui transforment de la chaleur basse température en chaleur haute température, essentiellement de la vapeur pour l'industrie, et les turbines de détente de gaz qui permettent de récupérer la détente du gaz naturel dans les réseaux de gaz naturel. Alors, ces 3 technologies, on les décline sur 2 modèles. Un modèle de vente classique, on va vendre les machines à des industriels qui vont les exploiter pendant 20 ans dans leurs usines ou dans leurs stations de détente de gaz comme GRT Gaz, ou un autre modèle qui est un modèle de service énergétique dans lequel on va financer ces machines et les exploiter pour vendre de l'électricité ou de la chaleur et ou du froid à des clients. Et en général, on va créer des sociétés de projets qui vont acheter la machine, le système complet à Enertime, et après l'exploiter pendant 20 ans. Donc, c'est un modèle qu'on a mis au point en 2020 et qu'on va déployer, qu'on déploie en France et qu'on va déployer dans un certain nombre de pays un peu partout dans le monde, d'abord en Europe et éventuellement en Asie. Alors, un des avantages de ces 3 technologies, c'est qu'en fait, nous sommes pertinents, que l'électricité soit chère ou pas chère, ou que le CO2 soit à prix élevé ou à prix bas. Et donc, cette combinaison de plusieurs technologies adaptées à plusieurs applications ou à plusieurs cas de figure de marché est intéressante, car elle permet, quand dans un pays comme la France, l'électricité est pas chère et sans CO2, on peut à terme considérer que les pompes à chaleur vont être extrêmement demandées, ce qui est le cas, même si c'est des technologies nouvelles qui demandent pas mal de temps à se répandre sur le marché. Alors, il y a eu quelques remarques. Alors, je ne sais plus sur quel réseau social ou sur quel site, sur le fonctionnement de nos machines. Et je peux confirmer que nos machines fonctionnent comme des horloges, que la réception de la machine de Saint-Ouen
n'a pas encore été réalisé parce que le client n'a pas pu mettre à disposition la chaleur, mais il a accepté la machine et il faut qu'on fasse la mise en service en octobre. Villiers-le-Bel, la réception de la machine a été prononcée en mars de cette année et il n'y a pas de discussion sur le fonctionnement de cette machine qui fonctionne essentiellement plutôt en hiver parce que c'est là où il y a beaucoup de gaz. En été, elle fonctionne moins ou pas parce qu'il y a beaucoup moins de gaz qui passe par Villiers-le-Bel. Quant au CIRAC à Caen, l'OAC fonctionne à plein régime et a fait gagner beaucoup d'argent aux clients, en particulier pendant la période du Covid, et en fait beaucoup gagner maintenant puisque les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté. Bangkok Glass, qui est notre première référence haute température, l'ORC fonctionne à plein régime sur une verrerie en Thaïlande et il n'y a pas de problème de fonctionnement. Et pour Saint-Fond, qui est un ORC qui est installé dans une station de traitement d'eau à Lyon, l'ORC fonctionne parfaitement bien. Il peut y avoir des clients qui ne nous passent pas de contrat de maintenance et qui donc ont parfois des problèmes de maintenance. C'est simplement parce que quand pendant 4 ans, vous n'avez pas d'intervention sur la machine, au bout de 4 ans, il peut y avoir quelques problèmes si on ne nous a pas demandé de faire de la maintenance. Donc, je veux là-dessus être assez clair, il n'y a pas de problème, nous n'avons aucun litige avec aucun de nos clients. Deuxièmement, la machine que Suez nous a commandée sur Carrières-sur-Seine fin 2023 faisait suite à une machine commandée à Caen en 2016. Donc, un client qui vous achète une machine similaire 6 ans après la première machine, eh bien, c'est un client qui est content. Alors, point commercial sur les projets ORC ADEME. Alors, comme vous le savez, on a déposé un certain nombre de dossiers aux appels à projets ADEME en 2020, 2021 et récemment 2024 pour des gros projets que pour l'instant, nous n'avons mis en œuvre qu'un seul projet qui est celui sur la verrerie de Veralia à Lagneux. Les 5 autres projets en poursuite, pour l'instant, n'ont pas été contractualisés. C'est-à-dire qu'on a déposé des dossiers, il y en a 3 qui ont gagné des subventions, mais pour l'instant, on n'a pas contractualisé. Et pourquoi on n'a pas contractualisé ? Eh bien, pour les 3 premiers, donc l'usine de ferro-manganèse dans les Hauts-de-France, la cimenterie en PACA et le recyclage de zinc dans les Hauts-de-France, on s'est retrouvé en 2023 obligé d'augmenter les coûts très significativement, les coûts d'installation de nos machines, parce que l'inflation de 2022-2023 avait fait exploser nos prix. Et qu'on ne pouvait plus signer les contrats au prix qui avait été remis en 2021 et 2022. Et donc, cette inflation nous a obligés à faire monter les prix de vente de l'électricité. Les prix de vente de l'électricité sont aussi influencés par les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc, au final, nous avons effectivement des discussions avec ces clients sur le tarif à appliquer pour la vente d'électricité. Il est possible que sur certains nombre de ces projets, nous soyons obligés de vendre l'électricité sur le réseau et pas vendre à l'industriel. Puisque aujourd'hui, on peut vendre de l'électricité sur le réseau, par exemple à des producteurs d'hydrogène, de l'électricité totalement décarbonée 24 heures sur 24 à peu près 80 € du mégawattheure, ce qui est un prix élevé pour un industriel. Deuxième problème sur ces projets, et donc on va être très transparent, il y a un certain nombre de projets qui sont entrés en compétition avec des projets de réseau de chaleur qui sont apparus après que nous ayons déposé les dossiers et obtenu les subventions. Ces projets de réseau de chaleur, nous ne sommes pas du tout opposés à des réseaux de chaleur, sauf que ces réseaux de chaleur sont parfois considérés comme pas compatibles avec nos machines. Comme ces réseaux de chaleur nous paraissent économiquement impossibles à faire, parce que
trop cher, trop long pour aller alimenter des usines qui sont beaucoup trop loin. Nous pensons que très rapidement, et en particulier pour le projet de ferro-manganèse dans les Hauts-de-France, on reviendra à un modèle plus raisonnable où l'ORC sera installé en parallèle du réseau de chaleur, mais pas un réseau de chaleur industriel, un réseau de chaleur de chauffage urbain. Et donc, notre objectif, c'est de signer ce projet le plus rapidement possible. Malheureusement, les interférences avec le réseau de chaleur industriel ont, disons, beaucoup ralenti la discussion. Concernant la cimenterie et le recyclage de zinc, nous avons des problèmes de coût de l'électricité. Le prix de l'électricité a baissé et aujourd'hui, les subventions qu'on avait obtenues sont des subventions pour des CAPEX plus faibles. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément en capacité de faire le prix donc, que le client demande. Par contre, nous pensons être capables de vendre l'électricité sur le réseau. Mais c'est une démarche plus complexe parce qu'au lieu de vendre à l'industriel, ce qui est une façon simple de faire à, par exemple, 60 € du mégawattheure, on va être obligé de le vendre sur le réseau à 80 € du mégawattheure et donner un petit peu d'argent à l'industriel en rémunération de la chaleur qu'il nous donne. Donc, je comprends la frustration d'un certain nombre de nos actionnaires qui ne comprennent pas qu'avec un pipe comme le nôtre, on n'arrive pas à concrétiser. L'énergie, et en particulier l'énergie électrique en France, est finalement un sujet un peu complexe commercialement et qui nécessite plus de temps que ce que nous avions prévu pour contractualiser. Par ailleurs, il y a le problème des C2E que l'on rencontre. Nous travaillons avec des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie qui représentent une subvention importante pour les projets. Ces C2E nous sont attribués qu'un an après la mise en service du projet, ce qui crée des problèmes de trésorerie pour la société qu'il est difficile pour l'instant pour nous de gérer. Et donc, la trésorerie sur les projets liés au C2E est un sujet qui est devenu maintenant récurrent et qu'il faut qu'on règle avant de pouvoir signer des nouvelles commandes. Après, il y a 2 nouveaux projets qui sont très intéressants qu'on a déposés en 2024, eux avec des valeurs de contrat qui sont des CAPEX qui sont tout à fait raisonnables et des prix de l'électricité qui collent avec les prix de l'électricité actuellement, mais on pourrait être amené à injecter sur le réseau et pas à vendre à l'industriel, parce que certains de ces industriels achètent de l'électricité à des prix très très bas, qu'il est difficile de matcher. De manière générale, ces 2 derniers projets n'ont pas de réseau de chaleur en concurrence, et donc il nous semble évident qu'au moins un des 2 pourrait aller assez vite si nous sommes attributaires. Et nous pensons que l'administration, et en particulier l'administration régionale, est tout à fait favorable à un projet de ce type-là, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je comprends la frustration de nos actionnaires, mais je dois leur dire que nous avons une complexité là qui s'est rajoutée sur le marché et qui retarde un peu la signature des commandes. Mais nous n'avons pas de raison de penser que notre technologie ne va pas être finalement gagnante, et en particulier sur tous les projets où il n'y a pas de sujet de réseau de chaleur. Alors, sur les projets ORC hors ADEME, aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets dans le pipe, mais un certain retard à l'allumage, qui est, je ne sais pas si c'est dû à la conjoncture actuelle ou si c'est juste normal, mais nous avons aujourd'hui 6 projets en poursuite, 3 pour des incinérateurs en France et 3 en Asie. Ces 6 projets sont tous déjà attribués à un consortium dont nous sommes partenaires, ou sont portés par des acteurs locaux dans des négociations quasi exclusives avec des clients industriels locaux. En Corée, c'est avec un incinérateur.
En Inde, c'est avec un grand aciériste indien et notre partenaire local. Et en Chine, avec un grand aciériste chinois et notre partenaire local. Et dernier sujet, Stolect. Nous avons fait tout le basic engineering du projet Stolect. Nous attendons le déclenchement de la phase de réalisation. Cette phase de réalisation est liée à une levée de fonds de Stolect qui, aujourd'hui, semble un peu retardée, mais qui, à l'écoute de Stolect, devrait se réaliser en milieu d'année. Donc, on est confiant sur le fait que Stolect va lever des fonds, que grâce à ces fonds, nous pourrons avancer avec eux sur le contrat de réalisation des machines prévues. Alors, les pompes à chaleur. J'entends aussi quelques remarques sur le fait que finalement nous ne vendons pas des dizaines de pompes à chaleur sur le marché, des pompes à chaleur industrielles haute température. Je comprends un peu les frustrations aussi, mais il faut savoir que tout et pour tout, il y a dans le monde 5 ou 6 pompes à chaleur haute température et forte puissance qui sont en cours d'installation. Et que Enertime en installe 2 des 6. Donc, je comprends qu'on s'attend à ce qu'on vende nos machines industrielles de plusieurs millions d'euros très rapidement. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. On est en cours de négociation d'études de faisabilité pour 4 projets de pompes à chaleur haute température dans l'agroalimentaire, sur lesquels on a donc des clients qui sont prêts à nous payer des études pour voir comment nos pompes à chaleur s'intégreraient dans leur process. Et ça, c'est une avancée, puisqu'on a eu déjà un contrat de ce type-là l'année dernière. On en attend 4 cette année. C'est un signe clair qu'il y a une volonté du marché d'avancer sur ces sujets-là. Par ailleurs, nous avons été consultés pour une pompe à chaleur de 3,8 MW thermique en Suisse, haute température, pour produire de la vapeur. Et nous sommes en train de faire une offre avec énergie circulaire pour une pompe à chaleur de 5,7 MW thermique. Nous avons beaucoup de demandes d'offres, mais ces demandes d'offres sont très préliminaires. Et avant qu'elles se transforment en études de faisabilité ou même mieux en contrat, il y a qui va se passer et un certain nombre de ces projets ne verra pas le jour, bien sûr. Donc, on a montré sur ce camembert un peu tout le type de métiers sur lesquels nous répondons à des appels entrants de sociétés qui souhaitent installer des pompes à chaleur. On reçoit des appels des États-Unis, de la Chine, du Moyen-Orient, d'Amérique latine. Il y a un engouement mondial pour les pompes à chaleur et Enertime est reconnu comme un des rares acteurs sérieux pompes à chaleur haute température dans ce domaine. Et donc, aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'avancer sur les 2 projets que nous réalisons, un en Italie, l'autre en Belgique, et de se préparer à répondre à des appels d'offres et à signer des contrats commerciaux en 2025. Concernant les projets en cours, donc les projets Macadamia Gold et Kimtech sont en cours d'expédition. C'est un projet en Afrique du Sud et un projet en Bulgarie. Le chantier de Veralia avance avec un échangeur de fumée qui est en place, qu'on voit ici sur la photo, et le génie civil en cours de réalisation. Sur Carrières-sur-Seine, nous avons lancé la commande des échangeurs et donc le projet avance. Projet des cagots, dont on attend les permis de construire pour commencer à travailler dans la Syrie en Tchéquie. Mais l'étude est déjà bien avancée, toute la R&D du projet est bien avancée, y compris la turbine sur palier magnétique. Et si vous avez regardé LinkedIn, vous verrez qu'il y a une vue de cette turbine, un peu floutée pour éviter que nos concurrents voient tout ce qu'on fait, mais qui donne l'apparence de ce que sera la turbine du projet des cagots. Le projet Push-to-Heat, lui, est en pleine phase de réalisation, donc pour une pompe à chaleur en Italie. Et puis les 2 projets EFIRA et Hurricane sont en cours de démarrage. Pour l'activité de service, nous avons facturé 500 kg € à fin mai 2024 et nous pensons faire entre 1,5 fois et 2 fois ça jusqu'à la fin de l'année.
Le contrat de service après-vente pour Villiers-le-Bel et Saint-Ouen sont en cours de signature. Le contrat de maintenance de Pancoglas est en cours de discussion. On rappelle les 4 projets européens qui sont Push2It, Decagon, Hurricane et Efira. 4 projets qui nous apportent 12 millions de financement de la R&D en subvention. Et si on rajoute le CIR et la valeur finale de la machine vendue au client, ce sont des affaires qu'on peut appeler commerciales, puisqu'elles payent des frais généraux. Elles payent tous les coûts plus des frais généraux. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est une vue de Push2It, donc de la machine que nous installons dans une papeterie dans une petite ville qui s'appelle Guarcino, qui est en Vénétie, pour un client qui s'appelle Quartiere dei Guarcino, qui est un peu le canson italien. Donc c'est une pompe qui va produire 2,2 MW à 140 degrés et 0,8 MW à 117 degrés. Donc ce que vous pouvez voir là, c'est qu'en fait, nos pompes à chaleur ne sont pas du tout des produits, ce sont des systèmes, puisque les clients veulent des systèmes. Et donc, sur ce projet-là, par exemple, on va produire à 2 températures de la chaleur pour la papeterie. Alors, le positionnement d'Enertime sur le marché des pompes à chaleur haute température. Aujourd'hui, en dessous de 2 MW, il y a un certain nombre d'acteurs, comme Iten, Cobelco ou Combiterm, ou GEA et Rank pour la plus basse température plutôt, et Johnson Control. Et Enertime aujourd'hui se positionne sur le 2-5 MW où nous sommes tout seuls et jusqu'à 10 MW en concurrence avec Turboden. Aujourd'hui, sur le 2-5 MW, nous n'avons quasiment pas de concurrence. Et sur le 5, 10, 15 MW, nous n'avons que Turboden. Aujourd'hui, nous n'avons identifié que 4 fabricants de pompes à chaleur haute température. Et ici, vous avez des réponses à des questions de responsables Turboden, Siemens et MAN, qui vous donnent une idée du positionnement d'Enertime, qui se positionne là où les gros acteurs ne veulent pas aller parce qu'ils ne seront pas compétitifs. Notre stratégie, c'est de faire des quasi-produits sur ces domaines-là pour un certain nombre d'applications standards et sinon de faire des produits spécifiques pour les applications non standards. Les produits pourraient être des produits pour les papeteries, pour les usines de panneaux de plâtre ou pour l'agroalimentaire, en particulier dans tous les process qui consistent à frire des aliments. Donc cet extrait de cette page, cette étude sur les pompes à chaleur a été réalisée par une société qui s'appelle Emerton, qui est un consultant et qui a travaillé pour un partenaire éventuel financier d'Enertime qui souhaitait comprendre mieux notre positionnement. Aujourd'hui, pour ce qui est des références sur les pompes à chaleur haute température, et c'était ma remarque il y a quelques slides, nous avons identifié aujourd'hui 6 projets de pompes à chaleur haute température où Enertime fournit 2 des 6 projets. Siemens, 2 des 6 projets et Turboden, 2 des 6 projets. Ces projets-là ont en commun de produire de la chaleur à plus de 100 degrés. Ce sont en général des projets financés par les pouvoirs publics, donc c'est des projets avec subventions. Les gens qui nous accusent de ne vivre que de subventions devraient comprendre que sur ce type de projet, s'il n'y a pas de subvention pour permettre au premier projet d'aboutir, il n'y a pas de projet et donc il n'y aura pas de technologie. Je pense que là-dessus, c'est assez clair et on peut en reparler, mais c'est un phénomène qui est important dans l'énergie, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles technologies qui ne bénéficient pas d'une manière ou d'une autre d'une aide.
Dernier sujet, le financement. Donc, Enertime est dans une phase de forte croissance. Pour accompagner cette croissance, on a besoin de financement. Nous ne pouvons pas préfinancer sans financement les C2E sur le projet Veralia sans avoir ou un prêt ou des obligations convertibles ou des obligations simples ou quelque chose, quelqu'un qui nous prête les 2,6 millions dont nous avons besoin sur le projet Veralia. Donc, nous étudions toutes les possibilités pour obtenir ces financements. Nous avons fait un accord avec le site MyOption en se disant que c'était peut-être à l'horizon septembre une bonne idée de proposer aux Français de nous aider à financer le développement d'Enertime. Il y a d'autres options qui sont en train d'être discutées et nous sommes relativement confiants sur la possibilité de trouver ces financements dont nous avons besoin. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser et j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Alors la question, pourquoi pas avec Demeter? En fait, Demeter, les gens de Demeter avec qui nous discutons gèrent des fonds qui financent des assets et non pas des technologies. Et donc Demeter n'a jamais voulu participer au financement d'Enertime. Je pense que c'est lié à la spécialisation des fonds. Quand vous avez un fonds infrastructure, vous ne pouvez pas financer des gens comme Enertime en direct. Ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas dans le rôle du fonds. Alors, Demeter a d'autres fonds, mais ces fonds ne sont pas intéressés à travailler avec nous. Alors, GRTgaz, c'est un vrai sujet. Effectivement, nous ne comprenons pas tout à fait pourquoi GRTgaz n'a pas déployé notre technologie pour l'instant sur d'autres sites GRTgaz. La réalité, c'est que GRTgaz est aujourd'hui une utilité régulée. Et donc, il n'arrive pas à changer de métier. Et ils considèrent que s'ils se mettent à produire de l'électricité, ils vont mettre en péril leur statut d'utilité régulée de distribution de gaz. Les résultats attendus ont été 100% là. La machine a été réceptionnée. La machine tourne comme une horloge. On a les félicitations de GRTgaz. C'est la plus grosse machine aujourd'hui sur le marché européen de ce type-là. Le problème, c'est que nous rencontrons un client qui considère qu'il n'est pas à même d'installer ce type de machine sur son réseau. Et donc, malheureusement, nous devons essayer de trouver des clients en dehors de GRTgaz et ça n'est pas très facile. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec cette machine. Elle fonctionne très très bien et il n'y a pas de sujet de qualité et même de disponibilité de la machine. Et si vous êtes intéressé, si des actionnaires sont intéressés, je suis prêt à organiser une visite, plutôt sur les mois d'hiver, parce que c'est là où la turbine fonctionne à plein. Voilà. Puisqu'en été, il n'y a pas beaucoup de gaz qui rentre dans. Alors, quel est le nombre actuel d'actions d'Enertime? Il y a de l'ordre de 2 millions d'actions d'Enertime. C'est-à-dire, à une valeur actuelle, la capitalisation d'Enertime est de l'ordre de 5 millions. Alors, une conclusion sur l'avenir d'Enertime. Si rien n'est signé, quelles seront les démarches futures? Alors, nous avons toujours, et ça fait déjà plusieurs fois qu'on a annoncé qu'on envisageait de se rapprocher d'autres acteurs pour être plus fort sur le marché. Et donc, c'est une des options qui nous paraît la plus intéressante.
Et nous avons des discussions avec des acteurs, en particulier en Allemagne et en Chine. Nous n'avons pas aujourd'hui d'acteurs en France avec lesquels discuter, mais ce n'est pas exclu. Par ailleurs, nous allons signer des commandes, il n'y a pas de raison. Les projets que je vous ai montrés sont des projets tout à fait réalistes sur lesquels on travaille depuis entre 2 et 3 ans. Je sais, c'est long, mais la réalité du marché aujourd'hui, c'est qu'avec les hauts et les bas de la conjoncture et de l'ambiance actuelle business, les projets prennent plus de temps que prévu. Alors, pourquoi Turboden vend directement ses machines ORC à ses clients et pourquoi Edertem doit passer par énergie circulaire? Alors d'abord, on vend nous aussi nos machines directement à nos clients. Les clients de Turboden se posent la question de l'amortissement de ces machines de la même façon que ceux d'Edertem, c'est vrai, mais nous pensons qu'avec notre offre, nous allons vendre beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Mais, et en particulier sur ce marché de la récupération de chaleur fatale, Turboden n'est pas très actif sur le marché de la récupération de chaleur fatale. Pour rappeler, Turboden est très actif dans la biomasse et en géothermie. Mais en récupération de chaleur fatale, ils n'ont pas un volant d'affaires énorme. Après, quand vous êtes le nouvel entrant comme Edertem, vous avez forcément besoin d'être un peu plus agressif que un Turboden qui existe depuis 1980, c'est-à-dire qui a été créé 30 ans avant nous. Maintenant, on ne privilégie pas que l'énergie circulaire. Nous, une société comme la nôtre a besoin de contrats dans son pays. Et au début, c'est ce qui nous a beaucoup manqué, puisqu'on a été obligé d'aller en Chine, d'aller en Inde, d'aller en Ukraine. Aujourd'hui, nous avions trouvé ces contrats grâce à l'énergie circulaire. Ça prend un peu plus de temps que prévu, parce que peut-être que la France n'est pas le meilleur pays pour vendre des ERC, mais c'est certainement le meilleur pays pour les construire et les concevoir. Et donc, je pense que si nous avions été en Allemagne ou si nous avions été dans d'autres pays un peu partout dans le monde, y compris en Chine, nous serions allés beaucoup plus vite. Mais c'est une réalité qui est liée effectivement à la production d'électricité en France. Alors, l'ORC que nous avons a des applications en géothermie profonde, bien sûr. La géothermie profonde, c'est le marché phare des ORC. Par contre, la France n'est pas le bon pays pour faire de la géothermie profonde. C'est un pays qui est malheureusement ou heureusement pas sismique. Et donc, comme la France n'est pas un pays de tremblement de terre, ça n'est pas un pays de géothermie. J'ai fait un grand tour en Asie avec un de mes ingénieurs commerciaux fin mai, début juin. Et en particulier à Taïwan et aux Philippines, nous avons identifié des prospects très intéressants et nous répondons à des appels d'offres sur des machines de 2 à 5 mégawatts dans ces pays-là. Alors, aucun réseau européen de gaz n'est intéressé. Non, nous n'avons pour l'instant pas réussi à trouver des réseaux européens de gaz qui soient intéressés par de la détente de gaz. Un des problèmes avec la détente de gaz, c'est qu'avec l'histoire de l'Ukraine, tout d'un coup, le gaz est devenu un peu un paria de l'énergie. Et nous avons construit la machine, nous avons mis en service la machine, mais il faut attendre un peu avant que les gens comprennent que le gaz est indispensable à la transition énergétique et qu'il faudra donc équiper les réseaux de gaz de turbines de détente de gaz. Alors, cette question de savoir s'il nous manque des commerciaux marketing performants. Je pense avoir été assez clair dans un post LinkedIn où j'expliquais que plus nous allons chercher des industriels, plus nous avons à leur faire des offres. Et un industriel qui reçoit une offre gratuite, ça n'est pas un client. C'est quelqu'un qui coûte de l'argent à la société si derrière il n'a pas envie de réaliser l'ORC ou si ce n'est pas sa priorité. Notre problème
de base, c'est de trouver les clients qui ont vraiment envie de nos machines et pas les clients qui ont envie d'une offre pour nos machines. Et ce sujet-là est un sujet récurrent sur lequel il est très clair pour moi. Nous devons être extrêmement, nous devons choisir nos clients avec beaucoup d'attention, car faire des offres de machines sans avoir en face quelqu'un qui a envie de les acheter, ça coûte de l'argent et du temps et ça fait perdre des affaires qu'on pourrait gagner ailleurs. Donc, je ne crois pas qu'un commercial marketing performant qui frappe aux portes des politiques et des entreprises réussisse à faire mieux. Que par contre, nous devons faire des efforts en matière de lobbying pour que l'administration nous soutienne, c'est un fait. Et nous le faisons via France Clean Tech Industries, qui est une association que Enertime a suscité il y a à peu près un an et demi, et qui a comment dire, petit à petit se fait une place et est écoutée. Alors oui, 2 millions d'actions au total, écoutez, oui, je pense qu'il n'y a que 2 millions d'actions, mais si les gens pensent qu'il y en a plus, qu'ils aillent voir qu'ils aillent sur les sites Boursorama ou autres, ou qui regardent nos documents internes qui sont disponibles sur le site, il n'y a pas de problème. 20 millions. Oui, pardon, excusez-moi, 20 millions, vous avez raison. Excusez-moi, oui, c'est 20 millions, bien sûr. 20 millions d'actions à 25 centimes. Alors, les BSA n'ont pas été beaucoup exercés. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, des gens, moi j'avais des BSA, je ne les ai pas exercés parce que j'ai estimé qu'il y avait eu un tel tollé autour de ces BSA que ce n'était pas le moment de les exercer. Et alors, je reconfirme, les BSA sont au même prix. Il n'y a pas eu de modification des BSA puisque l'augmentation de capital qu'on a fait en février s'est fait à une valeur supérieure. Donc les gens, les rumeurs autour des BSA, non, les BSA sont toujours à 0,34. Alors effectivement, c'est 20 millions d'actions pour 5 millions de capi. Alors la position de trésorerie, actuellement, on doit être à peu près à un peu plus d'1 million d'euros de trésorerie à la fin du mois. Mais je comprends bien votre frustration. Pourquoi les politiques ne nous soutiennent pas? Pourquoi le GRT Gaz ne change pas d'avis? Mais parce que Enertime ne pèse pas suffisamment dans le monde industriel français et que je le regrette moi-même. Si on avait eu effectivement un peu plus de soutien, on serait allé beaucoup plus vite. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de soutien fort à nos technologies. Il y a un soutien, mais qui est du bout des doigts, parce que nous ne représentons pas un grand nombre d'entreprises. Des entreprises comme Enertime, il n'y en a pas des milliers en France. Avec Eneogia, on est 2, à peu près. Alors, pourquoi il n'y a pas d'autres contrats avec les industriels de la verrerie? C'est une bonne question. Pour l'instant, on discute avec un certain nombre d'industriels de la verrerie, y compris des gens qui font des verres plats, y compris des Français qui font des verres plats. Mais aujourd'hui, certaines de ces verreries souhaitent passer au four électrique. Bon, nous, on pense que c'est pas raisonnable, mais un four électrique ne permet pas d'installer un ORC. Donc, le problème dans les fours, quand les clients vous disent éventuellement, je vais peut-être mettre un four électrique dans 10 ans, c'est plus compliqué de négocier avec lui un ORC, puisqu'il sait il sait pas en fait, mais les industriels ne sont pas toujours prêts à se jeter à l'eau pour des solutions. Alors, je pense que les fours électriques, c'est une hérésie, ou en tout cas, ce sera forcément des fours mixtes, mais avant que les industriels
comprennent que ça coûtera beaucoup trop cher parce que l'électricité coûtera beaucoup plus cher que le gaz, même le gaz avec du CO2 dedans, ben, on a perdu un peu de temps. Alors, je ne sais pas, Monsieur Lispet, ce que vous voulez dire par vous avez pu constater le contraire, mais maîtrise de gestion, c'est très bien. Je ne sais pas en quoi, je ne sais pas répondre à cette question. Alors, effectivement, nous, on pense qu'il y en aura au moins 2 de signés. Maintenant, est-ce qu'ils se signeront cette année ou l'année prochaine? Ça, c'est une bonne question et je ne peux pas vous dire. Je pense que le projet de Ferrosilice se fera. Je pense que le projet Ferroglobe devrait se faire, donc le projet de ferromanganèse se fera, et je pense que le projet de cimenterie en Occitanie se fera. Mais bon, il y a plus, comment dire, les industriels procrastinent en ce moment. Alors, notre offre, elle est compétitive sur la géothermie. Mais le problème, c'est qu'il faut des soutiens, il faut être très présent à l'international pendant longtemps, faire des offres, éventuellement sur les premières affaires, investir dans la machine. C'est ce qu'a fait Exergy, c'est ce qu'a fait quasiment tous les acteurs qui travaillent et qui essaient de rentrer sur un marché. En général, ils n'y arrivent pas comme ça. Il faut surtout des marchés qui sont très convoités par les acteurs existants et des clients qui ont l'habitude de passer des commandes à ces clients et à ces fournisseurs existants. Et donc, notre capacité à rentrer sur le marché de la géothermie dépend en fait des moyens que nous pouvons obtenir pour Enertime, pour co-investir, pour ouvrir un bureau aux Philippines et travailler sur les Philippines et Taïwan jusqu'à ce qu'on obtienne les premières commandes. L'export n'est pas un métier facile, surtout dans la géothermie où chaque fois qu'il y a un appel à projet, vous avez toujours la concurrence qui est là. Le commerce et le lobbying, ça n'a rien à voir. Le lobbying, c'est être capable d'influer sur les lois et sur les réglementations, et c'est être capable finalement de s'opposer à des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous. Ce n'est pas une histoire de commercial, c'est une histoire de lobbying. Et quand on est une entreprise de 70 personnes industrielles en France, ben, ce n'est pas très facile de faire le poids. Je suis désolé de le dire. Et si vous pensez que c'est plus facile que ça de faire du lobbying que ce qu'on fait, ben, n'hésitez pas à bien nous aider à faire du lobbying. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Alors, nous ne considérons pas l'équipement des navires comme un marché intéressant. En fait, on a travaillé sur ce marché il y a quelques années. Climéon, on a fait un peu son cheval de bataille, Enogia aussi. Pour nous, ce sont des marchés de petites machines qu'on met sur des moteurs diesel ou des moteurs à gaz. Ce n'est pas du tout notre marché. Et il n'y a pas, enfin, nous ne voyons pas quel marché nous pourrions prendre sur ce type d'application. Nous faisons des grosses machines. Les grosses machines n'ont pas tellement d'applications sur les bateaux. Alors, nous ne mettons pas des ERC sur les déchetteries, nous mettons des ERC sur les incinérateurs. Et les incinérateurs, eh ben, il faut qu'il y ait un changement de délégation de service public pour qu'en général, l'incinérateur s'équipe, s'améliore. Et donc, les changements de délégation de service public sur un incinérateur arrivent tous les 15 ans. Et donc, il n'est pas très facile d'arriver pour aller voir un opérateur d'incinérateur pour lui vendre un ORC. Si sa DSP n'a plus que 6 ou 7 ans, il ne vous écoutera même pas. Et donc, il ne vous écoutera qu'au moment où la DSP est en cours de renouvellement.
Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vendre aux acteurs qui gèrent les incinérateurs. Alors, est-ce que le financement par crowdfunding va fonctionner? C'est une bonne question. On va voir. On a d'autres solutions. Mais avant de les appliquer, je souhaite essayer d'utiliser des solutions les plus simples possibles. Et puis, comment dire, quel que soit le sujet, de ménager les investisseurs qui pourraient participer à ce type d'opération. Alors, les commerciaux lobbyistes, je ne connais pas, mais les gens qui sont capables d'influer les décisions de la DGEC ou de la DGE et qui en même temps savent vendre des machines, je n'ai pas ça, moi, mais après, si les gens ont ça, il ne faut pas hésiter. Mais le lobbying, ce n'est pas du marketing. Le lobbying, c'est de convaincre la DGEC que les C2E ne doivent pas être payés un an après la mise en service de la machine, mais peuvent être payés au fur et à mesure du déroulement du projet. C'est ça le problème. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Après, il faut aussi convaincre que nos machines doivent être traitées à part égale avec d'autres applications de récupération de chaleur fatale. Ça, c'est en cours. On a gagné ça, je pense. C'était une grande victoire, mais ça ne suffit pas. Alors, pourquoi on ne vend pas dans d'autres pays? Ben, on vend dans d'autres pays. On vend en Thaïlande, on vend... on a vendu en Ukraine, on va revendre en Ukraine, je pense. On va vendre en Chine, on va vendre en Corée. Mais ces pays sont à l'an zéro de la technologie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ORC installé dans ces pays-là. En Corée, il y en a un qui a été fabriqué par Hyundai et qui n'a pas fonctionné. En Chine, il y en a quelques-uns, mais là, on a une concurrence féroce d'acteurs locaux qui font des mauvaises machines, mais qui font des machines pas chères, etc., etc. Donc, il y a effectivement des projets, mais il y a beaucoup de pays qui ne connaissent pas les ORC. Et les pays qui connaissent les ORC, c'est la Turquie, un peu la France maintenant, pas tellement l'Allemagne. Il n'y a pas de gros ORC installés dans les usines allemandes, il y a juste des ORC pour la biomasse. L'Italie, bien sûr, mais l'Italie, c'est difficile de vendre contre Exergy et Turboden. Donc, nous pensons que ces pays-là sont ouverts à nos technologies, mais ça prendra du temps parce que les pays que l'on cible n'ont pas une culture, ne connaissent pas les ORC. Et quand vous ne connaissez pas une technologie, ça met beaucoup de temps. Alors, nous avons toujours pour objectif d'être rentable en 2025. Le temps des signatures est long et c'est désolant et je m'en désole aussi. Mais je ne sais pas comment faire pour aller plus vite. On a mis beaucoup de ressources commerciales, on n'a pas gagné plus d'affaires. On voit que petit à petit, le marché se développe, on a plus de prospects, on a un pipeline qui est de plus en plus étoffé, mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire si comment dire, on va tout d'un coup vraiment décoller vite, oui, ça va être une lente montée. Je pense que ça sera une lente montée parce que la réalité du marché est lente. Et qu'en fait, on est aussi sur un marché qui est très fluctuant, qui monte et qui descend en fonction de la valeur du prix du pétrole ou du prix du gaz ou de la récession, etc., etc. Et donc, nous ne bénéficions pas, comme le solaire, l'éolien, le biogaz ou la biomasse, de tarifs de rachat. Et donc, nous sommes des purs... nous travaillons sur un marché très libre. Et parce qu'il est très libre, ce n'est pas un marché de rente. La rente, elle est pour les autres. Et le fait que tout l'argent soit mis dans le solaire, l'éolien, le biogaz et la biomasse, ça fait aussi qu'il y a moins d'argent pour nos projets.
Alors, oui, le projet SCO2 TES de Enogia, je ne connais pas bien, mais je pense que c'est du CO2 supercritique, c'est du stockage de CO2. Je ne sais pas quelle technologie ils utilisent, mais je pense que c'est assez loin des technologies qu'on propose avec Stolec. Surtout qu'Enogia et nous, on ne travaille pas sur les mêmes tailles de machines. Nous, on travaille sur le mégawatt et Enogia travaille plutôt sur les 100 kW. Alors, je suis d'accord avec vous, M. Fegas, c'est incompréhensible que l'Europe n'ait pas des fonds dédiés au soutien des boîtes innovantes, mais bon, c'est probablement aussi un problème de lobbying à l'Europe. Mais l'Europe a été relativement généreuse avec les subventions sur nos projets d'innovation. Alors, avec la région IDF, ça c'est une bonne question. Écoutez, on a identifié un projet avec un réseau de chaleur qui paraît intéressant et qu'on va pour une pompe à chaleur. Bon, honnêtement, on ne sent pas chez Engie ou Enedis. Alors Enedis, on ne sait pas très bien parce que c'est plutôt Stolec, mais bon, Engie ne nous a pas présenté de projet. Ne nous a présenté aucun projet sur lequel on puisse travailler, aucun projet innovant en région Île-de-France. Donc aujourd'hui, bon, la région elle-même, grâce à la région, on a pris contact avec un syndicat d'énergie de l'Île-de-France qui a un projet intéressant, mais avec Engie, pour l'instant, on n'a rien trouvé. Enfin, ils ne nous ont rien proposé, malgré beaucoup de relances. Alors, y avait-il un projet pour les JO? Non, il n'y avait pas de projet pour les JO. De toute façon, les JO, d'après ce que je comprends, le comité olympique interdit les projets innovants, de peur qu'il y ait des problèmes de mise en route ou de fonctionnement. Et donc, il n'y avait pas de projet pour les JO. Non, je pense qu'Engie n'entrera pas à notre capital. Nous, si on cherche un partenaire, ça sera un partenaire industriel hors de France. Et très clairement, aujourd'hui, notre réflexion va vers l'Allemagne et la Chine. Alors après, racheter ses propres actions, oui, sauf qu'on n'a pas la trésorerie qui nous permette de faire ça. Alors, c'est une bonne question, les OPSA. On réfléchit à on discute avec Europe Offering pour, aux dernières nouvelles, on parlait de 3 millions d'euros d'OPSA. Mais on ne veut pas déclencher ça avant d'avoir un peu tous les éléments. Alors, pour les packs, les calories à l'entrée, c'est assez variable. En général, ça peut être des buées, par exemple. C'est-à-dire quand vous séchez le papier, vous avez de l'air chaud qui est très humide et sur lequel vous allez récupérer de la chaleur à 60-70 degrés. Dans certains cas, c'est juste des effluents qui sont rejetés par l'usine à 30-40 degrés. C'est assez variable. On est toujours entre 40 et 80 degrés pour faire 120 à 150, 160 degrés et plus avec de la compression mécanique de vapeur. Cryostar, non, enfin, a priori, non. Je pense que Cryostar n'est plus intéressé par le marché des ORC. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire dans la cryogénie et que ça leur fait, ils gagnent bien leur vie dans la cryogénie. Alors, l'accélération internationale, non, elle n'est pas totalement liée aux moyens financiers pour installer des succursales à l'étranger. Elle peut être liée à des partenariats. Aujourd'hui, nous avons des partenariats en Corée, des partenariats en Inde, des partenariats en Chine. Nous cherchons à avoir des partenariats en Allemagne. Ces partenariats, et nous avons des partenariats en Thaïlande. Partenariat, c'est une société locale avec laquelle on travaille et qui va faire une partie du travail. Nous, on va fournir le cœur de la technologie et eux, ils vont la déployer.
ça nous permet d'être local sans avoir à dépenser d'argent. Mais ça veut dire aussi des contrats plus petits, puisqu'en général, le partenaire local, il va faire 80 ou 70% de l'ORC. Nous, ce qu'on va fournir, c'est le cœur de la technologie, c'est-à-dire les turbines. Et dans le cas de la Chine, on peut même probablement être, enfin, on sera obligé, si on doit se développer avec un partenaire chinois, il faudra fabriquer en Chine. Parce que le marché chinois veut des délais raccourcis de 30 à 40% et des prix raccourcis de 30 à 40%, ce qu'on ne saurait pas faire si on fabriquait en France. Mais si on le fait, on le fera en protégeant effectivement notre propriété intellectuelle, mais c'est peut-être un moyen pour une société comme la nôtre de se déployer très fortement en Asie en devenant compétitif et supporté par un grand partenaire chinois. Non seulement pour l'Asie, mais aussi pour non seulement pour la Chine, mais aussi pour le reste de l'Asie. Alors, vous dire quelque chose de positif. J'ai toujours été transparent. La société a une excellente technologie. Nos machines fonctionnent comme des horloges, contrairement à ce que certaines personnes racontent. Nous sommes aujourd'hui, dans les pompes à chaleur, un des rares opérateurs dans le monde à développer des pompes à chaleur haute température parce que c'est compliqué de faire des grosses machines haute température. Et on le voit bien avec le fait qu'Enertime est là depuis longtemps et a réussi à mettre en service ces machines et à les déverminer, et à développer une technologie qui est unique et qui ne vient pas d'un acteur existant qui nous aurait vendu une licence. Mais bon, je pense que la société a un énorme fonds technologique. Il faut qu'elle trouve ses marques, il faut qu'elle trouve quelques financements. Et je ne suis pas en train de vous dire que la route sera sans anicroche et très facile, mais je pense qu'il y a un vrai sujet et que ce que nous avons fait en 15 ans est, je considère, unique en France et unique en Europe. Maintenant, je regrette effectivement que mon actionnariat, et c'est pas du tout une critique parce que j'apprécie beaucoup le soutien de mes actionnaires, mais nous avons du mal à trouver des gros actionnaires qui sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table. Et ça, je sais pas quoi vous dire, mais je pense que dans tous les cas, parier sur Enertime est un bon pari. Non, notre but, c'est de nous associer avec un autre industriel pour bénéficier de la synergie. Alors, effectivement, ça peut être un industriel dans les ORC, mais ça peut être un industriel qui a besoin de nos ORC. D'ailleurs, si c'est ça un industriel dans les ORC, ça ne peut pas être Turboden, ça sera un industriel qui a besoin de machines de forte puissance et qui ne les a pas développées. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas parmi les 4 fabricants d'ORC de forte puissance. La consommation mensuelle de trésorerie, c'est à peu près 500 à 600 000 euros. Mais après, ça ne veut rien dire une consommation mensuelle, puisque au final, on reçoit des paiements clients en même temps qu'on dépense. Donc, ce n'est pas forcément une consommation mensuelle. Parfois, on consomme rien enfin, on consomme, mais comme on reçoit plus d'argent qu'on en dépense, ce n'est pas un problème. Après, Stolec, non, on n'a pas eu de surprise, sauf qu'on pensait signer, on espérait signer une commande il y a 1 an, et Stolec, pour l'instant, n'a pas encore concrétisé sa levée de fonds. Je pense qu'ils vont le faire, mais c'est plus compliqué. Je me rappelle, 2023 a été compliqué pour les levées de fonds, vous avez dû vous en apercevoir. Alors, Boostit, non, je pense que ça n'a apporté aucun préjudice. Ça nous a permis aussi de rationaliser nos développements. Nous ne souhaitions pas continuer à développer ces compresseurs à hydrogène.
c'est Boostic qui s'en charge, ça ne nous a rien coûté. Il faut maintenant qu'on voit avec Boostit s'il y a matière à créer une société commune ou pas. Mais de toute façon, pour nous, ça n'a rien coûté. C'était un moyen pour nous de ne pas faire mourir une technologie en lui donnant une chance de grandir. Oui, il faut de la patience et on en a et je reste très confiant. Mais il faut accepter que les commandes n'arrivent pas aussi vite que vous pouvez penser qu'elles allaient arriver. Après, concurrence des batteries lithium, oui, bien sûr, il y a tellement d'argent qui est mis dans les batteries lithium que toutes les autres technologies sont un peu en porte-à-faux. Alors, moi, je pense que les batteries lithium ne sont pas du tout en concurrence avec la technologie Stolec, parce que les batteries au lithium ne sont pas là pour stocker sur plusieurs heures. Les batteries au lithium sont juste là pour faire de la régulation de réseau. Mais peut-être que demain, le problème, c'est pas trop les batteries au lithium, c'est des batteries nouvelle génération qui pourraient éventuellement, elles, pouvoir être en compétition avec Stolec. Je pense que la technologie Stolec nous a beaucoup intéressés. C'est une bonne technologie. Maintenant, dans un système capitaliste, elle a besoin de capitaux pour fleurir, sinon elle ne fleurira pas. Mais je reste confiant qu'elle va fleurir lorsqu'on aura vu les problèmes qu'on a aujourd'hui avec des prix négatifs sur le réseau, et deuxièmement, le fait que l'avantage de la technologie Stolec, c'est que c'est du stockage de masse. Alors, non, l'établissement en Vendée, on a mis un établissement en Vendée pour pouvoir embaucher des spécialistes de l'ailetage de turbines, parce qu'on avait besoin de ces spécialistes pour nos propres turbines. Et c'est comme ça qu'on est amené à entrer sur ce marché de la turbine à vapeur, puisque ces gens-là, en fait, les compétences qu'ils avaient gagnées venaient des turbines à vapeur. Alors, l'investissement a-t-il un gros risque? Je pense que c'est comme tous les investissements de ce type-là. Hein. C'est pas à moi de répondre. Hein. Il faut que vous jugiez Enertime. On va publier nos résultats. On va essayer de le faire très vite en juillet. Et après, il faut que... c'est à vous de regarder par rapport à Enertime et l'emprunt et nos besoins. Et puis voilà. Mais ça n'est pas, comme on l'a expliqué déjà, on a plusieurs pistes et on a pour l'instant de la trésorerie. Voilà, écoutez, alors, encore quelques questions, puis après je vais vous laisser, mais Enertime a-t-elle l'offre pour signer des contrats en Afrique? Oui, bien sûr. Alors, au Kenya, il y a un potentiel au Kenya, en Éthiopie, en Rwanda, en Tanzanie, il y a un gros potentiel de géothermie. Mais la géothermie nécessite, avant qu'on puisse vendre des machines, il faut d'abord mettre en place des forages. Et ces forages, pour l'instant, il y en a un peu en Éthiopie et au Kenya. Mais en même temps, l'Afrique a des besoins d'électricité, mais pas au point d'être obligé d'investir à marche forcée. Et donc, la géothermie, ça nécessite de forêts assez profondes, donc il y a des développements. Et sur les sites existants de Olkaria, par exemple, à côté de Nairobi, il y a un gros potentiel. Mais l'Afrique est quand même moins dynamique que l'Asie, par exemple. Et nous, on est plus intéressés en Asie ou, par exemple, aux Philippines. On a rencontré les deux grands acteurs philippins. Il y en a un qui a 1000 mégawatts de centrales géothermiques et l'autre qui en a 600. Et ce sont des centrales qui tournent depuis 20 ou 30 ans et ils sont maintenant dans une grande période de construction de nouvelles capacités.
Et un des deux, celui qui a 1000 mégawatts, a pour objectif d'investir en 10 ans aux Philippines et dans d'autres régions du monde pour 800 mégawatts de capacité. 800 mégawatts de capacité, c'est énorme. Et celui qui a 600 mégawatts, il a moins d'ambition, mais il y a 20, 30, 40 mégawatts en petite centrale qui correspondraient tout à fait à notre offre. Alors, quand allons-nous communiquer? Écoutez, on communiquera dans 3, 4, 5 mois, comme d'habitude, avec les décalages. Et puis, quand on aura des nouvelles à faire passer au marché. Et puis, au Mexique, on est toujours dans la période post-électorale et pour l'instant, ça ne bouge absolument pas. Bon, le client ne semble pas très réactif. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons appris comment il fallait faire pour traiter ce type de projet en géothermie sur ce qu'on appelle les brines ou les saumures. Donc là-dessus, on a gagné en compétences, ce qui nous permet aux Philippines de faire des offres sur des appels d'offres pour des machines très similaires. Mais pour l'instant, le Mexique, on pensait il y a 6 mois que ça allait vraiment décoller, et puis là, on attend la fin des élections pour que ça redémarre. Mais il n'y a pas de raison, ces projets sont intéressants et économiquement sont tout à fait valables. Mais ils nécessitent une volonté politique d'aller vers de l'énergie verte. Or, au Mexique, un coup c'est l'énergie verte, un coup c'est le pétrole et le gaz. Bon, parfois un peu compliqué à suivre. Alors, la Nouvelle-Zélande, oui, mais la Nouvelle-Zélande, alors, on travaille avec des acteurs des ingénieries néo-zélandais sur des pays tiers. Mais vendre directement en Nouvelle-Zélande, qui est le fief d'Ormat, c'est un peu compliqué pour l'instant. Je ne dis pas dans quelques années, mais pour l'instant, c'est compliqué. Quant à l'Islande, c'est pareil, mais difficile de savoir. Aujourd'hui, pareil, c'est des pays qui sont très bien, qui ont beaucoup d'ingénierie, qui ont beaucoup de compétences, où les acteurs internationaux sont là. C'est des grosses machines, c'est pas forcément là où on peut faire nos premières affaires. Alors effectivement, le cours de l'action a baissé, je n'en disconviens pas, je ne suis pas à la manœuvre, je n'ai pas vendu d'actions, je soutiens ma boîte, même si je n'ai plus beaucoup d'actions de la société et même si j'ai bientôt 67 ans, mais je ferai le nécessaire pour préserver et propulser l'intérêt de mes actionnaires. Mais je ne suis pas à la manœuvre sur les actions de la société et je comprends que vous soyez mécontent. J'aurais souhaité vous expliquer aujourd'hui qu'on avait signé 2 ou 3 contrats ADEME et que donc Enertime s'envolait. Ça n'est pas aujourd'hui ce que je peux vous dire, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas le cas. Non, il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement en capital d'Enertime. Merci pour les encouragements. Je vous confirme que je ferai le maximum pour que cette boîte aille là où elle doit aller, c'est-à-dire devienne un succès. Ce n'est pas toujours très facile, mais si vous me soutenez, c'est un super encouragement pour moi pour continuer, malgré peut-être une petite fatigue qui parfois se fait sentir, mais que j'espère ne pas avoir fait sentir aujourd'hui. Je suis un optimiste. Si on est entrepreneur, on est optimiste. Et je pense que ce qu'on a fait en 15 ans, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, je vous l'accorde. Mais c'est quand même quelque chose qui marque, je pense, la transition énergétique. Et il suffirait de pas grand-chose pour que voilà, on décolle vraiment. Mais je ne peux pas encore vous dire qu'on y est. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être actionnaire pour beaucoup d'entre vous. J'accepte les critiques.
soyez pas, non, enfin, nous trollez pas sur des histoires de fiabilité de machine, parce que ça, c'est pas honnête. Nos machines, elles fonctionnent et on a mis du temps pour les mettre au point, mais elles sont au point. Et maintenant, MyOption, c'est une possibilité pour nous de se financer. Il faut que vous regardiez les pros et les cons et regarder comment ça peut ou ça peut pas être un investissement pour vous. Je souhaite pas trop m'exprimer là-dessus parce que au final, c'est à vous de faire le choix ou pas. Et en tout cas, merci d'avoir été là et à bientôt pour le prochain webinaire ou pour des nouvelles d'Enertime. Merci, bonne soirée, au revoir.